Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, une guerre économique, militaire, mais aussi numérique, et une guerre qui nous touche également. Vous faites peut-être partie, je dis bien peut-être, partie des milliers de Français privés d'Internet touchés par une cyberattaque russe. Pour en parler, eh bien justement, nous sommes avec Damien Bancal. Bonjour Damien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste spécialisé en cyberintelligence et vous êtes également l'auteur d'un blog zataz.com, une mine d'or pour comprendre toutes les problématiques de piratage, mais pas seulement informatique. Cette information, avant de bien comprendre ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie, on a entendu, c'était d'ailleurs notamment dans le Figaro, mais pas seulement, des milliers de Français. Vous êtes d'ailleurs peut-être privés actuellement d'Internet, notamment si vous êtes hébergé chez Nordnet. Derrière Nordnet, c'est Orange. Et on parle peut-être d'une cyberattaque russe. C'est vraiment possible, Damien ? C'est possible, mais il ne faut pas non plus paniquer. Je m'explique, c'est quand les Russes ont lancé cette attaque terrestre, elle a aussi lancé des moyens de perturbation numérique. Et donc là, c'est un satellite qui, on va dire, inondait l'Ukraine d'ondes pour pouvoir se connecter à Internet. Malheureusement, Nordnet était aussi connecté dessus, donc les Russes n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont vu un moyen de communication qu'il fallait au moins bloquer ou éliminer, ou en tout cas rendre sourd et muet. Et malheureusement, aussi des internautes français sont impactés. Voilà, c'est une attaque qui n'était indirecte dans leur cas, en tout cas. Voilà, on va dire dommage collatéral, mais effectivement, peut-être que vous êtes privé suite à une attaque, une cyberattaque russe. Je disais d'ailleurs, expliquez-moi, selon toujours le Figaro, le remplacement des équipements touchés donc chez Nordnet n'est pas envisageable. Nordnet manquant d'appareils en réserve, notamment à cause de la pénurie touchant le monde de la tech. On disait que dans les voitures, il manquait de semi-conducteurs. Dans le monde de la technologie, on manque aussi de pièces. Ah, mais ça fait plusieurs mois qu'on a des problèmes de pièces. Je vais juste prendre l'exemple de ces personnes qui cherchaient il y a encore 1 an et demi une PlayStation 5, pour pas la citer. Elle avait pénurie parce qu'il manquait des pièces. Là, aujourd'hui, dans l'automobile, PSA, on avait parlé, problème de pièces, donc on doit changer les tableaux de bord. Et donc, pour l'informatique, eh bien, c'est aussi le problème. Pour faire des cartes vidéo, des cartes dédiées à faire tourner les machines, il manque des pièces, donc on peut pas remplacer. Alors voilà, donc pour cette cyberattaque où vous êtes peut-être touché justement chez vous, il y a d'autres menaces. Avant de comprendre ce qui se passe justement entre les Russes et les Ukrainiens, parce que la guerre numérique a démarré depuis quelques années, vous allez nous l'expliquer. Je lisais également que les câbles sous-marins, ça je ne le savais pas, assurent plus de 90%, c'est énorme, des connexions Internet internationales. Elles pourraient être également ciblées par les Russes ? Alors ce qui est intéressant, c'est que oui, un sous-marin pourrait potentiellement aller tenter d'en abîmer un. On sait que des sous-marins ont tenté de mettre aussi ce qu'on appelle des pinces crocodiles à la taille du câble pour tenter d'intercepter les informations. Mais c'est un maillage, c'est une toile d'araignée. Donc un coupé n'empêchera pas l'Internet de fonctionner. Mais ça fait partie d'une guerre aujourd'hui que toutes les armées ont pris en compte, bien sûr. Alors on parle beaucoup, c'est vrai, dans les médias donc, de cette guerre militaire, de cette guerre économique. Elle se passe actuellement aussi, cette guerre numérique, une guerre numérique entre les Russes et les Ukrainiens qui a démarré déjà depuis quelques années. Ah bah c'est complètement ça. Il faut savoir que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en tout cas une partie de l'Ukraine, date quand même de 2013. Il faut savoir que les pirates informatiques ukrainiens et russes ne se font aucune pitié depuis toutes ces années. Ils se battent à coups de blocage de sites, de vol de bases de données. Il faut savoir que par exemple en décembre de l'année dernière, 2021, donc à nos portes là, avant cette guerre qui a été lancée, des sites ukrainiens avaient été piratés. Les données avaient été volées, revendues, diffusées gratuitement. Il faut savoir qu'ils ne s'aiment pas. C'est clair et net, et donc du coup, la guerre numérique, que ça soit militaire, mais là aussi beaucoup d'internautes, beaucoup de nationalistes ont trouvé ces moyens-là aussi de s'exprimer en faisant des nuisances et en impactant des gens comme Nordnet par exemple, qui n'ont rien demandé. Alors on peut toucher, c'est quoi les cibles privilégiées, que ce soit pour les Russes ou les Ukrainiens ? C'est quoi ? C'est le portefeuille, ce sont la communication ? Expliquez-nous, tout concrètement. Ouais, alors concrètement, un pirate informatique, qu'il soit étatique ou non, sa mission, surtout dans ces conditions-là, c'est bloquer quoi ? Les transports, la santé, l'énergie et tout ce qui va permettre de nourrir un peuple. Et donc du coup, on va lui couper les moyens de communication. Donc déjà, on va le mettre seul dans sa tête et autour des bombardements. Ensuite, on va lui bloquer tous les moyens d'énergie, plus d'eau chaude. Donc là, du coup, on va jouer aussi sur les nerfs, et donc peut-être vont-ils se révolter en interne en disant stop cette guerre parce que nous on est en train de mourir en interne. On le voit aussi avec les données bancaires. Là, un pirate informatique va s'intéresser à viser les populations parce qu'elles sont fragilisées, et plus elles seront fragilisées, plus les pirates informatiques vont en profiter. Donc on voit qu'aujourd'hui le numérique est devenu vital. On peut être pour ou contre, mais ça c'est très clair. D'ailleurs, dans cette guerre numérique entre les Russes et l'Ukraine, on a appris que Elon Musk, vous connaissez, c'est le milliardaire américain, a envoyé un
camion de terminaux Starlink en Ukraine. On voit justement cette photo. Alors, à ce que j'ai compris, à l'intérieur, ce sont des cartons avec un kit de connexion d'une valeur de $500. Alors, dedans, il y a une antenne parabolique, dites si je dis une bêtise, un trépied et un modem routeur Wi-Fi. Ça peut aider ? Ça va aider parce que Starlink, c'est Elon Musk propose de l'internet par ses satellites. Donc du coup, ces kits vont permettre aux populations de continuer à converser entre elles, d'appeler les familles pour les rassurer, aussi trouver de l'aide, montrer un petit peu les exactions possibles et imaginables. Donc du coup, ces moyens de communication sont super importants, et on se rend compte en plus que en Ukraine, il y a énormément de gens qui tweetent, il y a énormément de gens qui passent par TikTok. Donc les réseaux sociaux sont devenus aussi cette arme, et on a l'impression que les Russes n'avaient pas vraiment prévu, parce qu'il y a énormément d'images où on voit clairement des convois, on voit des gens montrer des plans. Alors ça, j'étais complètement épaté, entre guillemets, c'est qu'il y a 5 ans, quelqu'un passerait devant des fusils s'il faisait ça. Là, on voit clairement des Ukrainiens filmer quasiment des camions, l'armement, des plans proposés par des militaires qui sont en train de se promener, entre guillemets. Alors par rapport à ces terminaux qui ont été donc envoyés par ce milliardaire américain, il y a un petit débat, en tout cas une petite inquiétude, c'est sur la sécurité opérationnelle de ces terminaux. On dit souvent que la Russie a de grandes oreilles électroniques et qu'en écoutant ces terminaux, ça pourrait devenir aussi des cibles. Ah mais tout est possible, Il faut savoir que d'ailleurs le gouvernement ukrainien a demandé à ces populations restantes, et donc les combattants, de couper leur téléphone, mais surtout de couper le GPS dans les téléphones portables, parce que c'est des moyens de pouvoir les cibler, de les géolocaliser. Donc effectivement, ces boîtiers pourraient permettre potentiellement d'écouter. Faut-il, par exemple, savoir les déchiffrer ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de lire les informations qui vont transiter. Voilà, on a beaucoup de fantasmes aussi sur les différents moyens technologiques des armées autour de nous. On se rend compte que là, vu le nombre d'images qui passent par l'Internet en Ukraine, on se rend compte que tout n'est pas bloqué, donc tout est possible. Il n'y aura jamais de sécurité à 100%, donc il n'y aura jamais de blocage à 100%. On a appris par la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France qu'ils réactivaient, ils appellent ça la task force, activée notamment pendant la crise Covid. Et notamment, ils vont rencontrer toutes les entreprises qui travaillent avec l'Ukraine et la Russie, puisque c'est à risque, et notamment de les informer sur le risque justement de piratage ou d'attaque. Ça peut être des cibles, puisqu'on a lancé une guerre économique contre les Russes. Vladimir Poutine pourrait très bien s'intéresser à nos entreprises dans l'Hexagone et donc à celles de notre région. Complètement. On prend l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, mais aussi le ministère de l'Intérieur, ont alerté en disant pour le moment on n'est pas impacté. Pour le moment on pourrait potentiellement être embêté, mais on n'a strictement rien vu. Mais il est important de prévenir, d'alerter, de se blinder, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une attaque peut-être étatique, j'ai clairement un doute, mais on pourrait clairement aussi avoir des attaques de nationalistes. Là par contre il y en a énormément, et donc prévenir, alerter nos entreprises, les remotiver à reblinder un peu mieux leurs portes, c'est pas négligeable, on est en face aussi d'un inconnu face à ces cyberattaques. Alors vous êtes l'auteur d'un blog très passionnant, intéressant, enrichissant, informant, qui est zataz.com, j'y vais de suite, directement sur l'ordinateur, Zataz à protéger vos secrets. On voit justement qu'il y a différents papiers qui concernent justement cette guerre numérique entre donc les Russes et également donc les Ukrainiens. Vous suivez effectivement ce qui se passe. Est-ce que vous sentez effectivement que ça bouge énormément en ce moment ? En tout cas, ça s'est accéléré. Vous avez parlé effectivement que la guerre, en tout cas les tensions existaient depuis 2013-2014. Mais là, depuis la déclaration de guerre de Vladimir Poutine, est-ce que vous sentez effectivement que sur les réseaux, ce que vous suivez, ça s'est énormément accéléré ? Ça s'est accéléré dans 2 points. Le premier, c'est que les amis d'hier, ces pirates informatiques qui étaient russes, ukrainiens, ce qu'on veut, étaient amis, pirater tout ce qui bougeait, vendaient des bases de données, etc. Le jour où l'attaque a été lancée, ces 2 camps se sont battus. Mais très clairement, on a même vu un groupe de pirates informatiques qui, depuis 2 ans, rançonnent les entreprises, par les fameux ransomware, on en a souvent parlé avec Margot par exemple. Ils ont dit, arrêtez d'attaquer la Russie, parce que nous, si vous continuez à le faire, on va détruire les entreprises qu'on a en main, qu'on a pris en otage. L'un des membres de ce groupe de pirates, qui lui est ukrainien, il a dit, c'est comme ça, vous voulez taper sur mon pays, moi je vais diffuser toutes les informations du groupe de pirates avec qui je travaillais hier. C'est complètement fou. Ils sont en train de s'entretuer. Alors, numériquement, j'entends parler, mais c'est pas plus mal. Du coup, ils vont un peu nous oublier. Ils vont un peu oublier nos entreprises. Mais effectivement, c'est en train de se durcir. Le ton durcit, en tout cas, c'est sûr. Alors, des internautes, des téléspectateurs de WEO nous ont posé aussi la question et s'interrogent. On a parlé donc effectivement d'être peut-être privé d'Internet avec une attaque qui n'était pas vraiment ciblée vers nous, mais dommage collatéral. On se pose la question aussi, maintenant, Internet, c'est beaucoup aussi sur notre téléphone portable,
avec 3G, maintenant 4G et bientôt 5G. Est-ce qu'ils peuvent attaquer les opérateurs, en tout cas nos réseaux téléphoniques, ou est-ce que c'est peut-être un peu plus compliqué, ce que j'ai cru comprendre? C'est plus compliqué et heureusement, on a énormément d'opérateurs, surtout en France, qui sont, on va dire, blindés, mais surtout qui sont pas nés de la dernière pluie. Mais on n'est pas à l'abri d'une perturbation physique. Souvenez-vous, il y a quelque temps avec la guerre en Irak, où de simples bombes, pardon du terme, envoyant des papiers aluminium, ont bloqué certaines centrales électriques. Donc perturber des antennes, pourquoi pas? Mais heureusement, on a des gens très compétents et puis surtout, on a une véritable cyberdéfense qui est là pour en tout cas prévoir, prémunir, bloquer. Écoutez Damien, merci beaucoup de nous rassurer parce que c'est quand même un monde très inquiétant et notamment le monde du numérique. Alors vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, je crois que c'est le 6e, on va le découvrir, c'est Sécurité informatique, ethical hacking, sincèrement désolé pour l'accent, apprendre l'attaque pour mieux se défendre. Alors on apprend beaucoup de choses, je crois que vous êtes co-auteur avec une école à Maubeuge, qui est reconnue internationalement. Pourquoi ce livre et est-ce qu'il surtout il est accessible à tout le monde? Il nous reste 50 secondes. Oui, il est clairement accessible à tout le monde. C'est une bande de copains, des vrais professionnels de l'informatique, mais aussi de la communication, un avocat, et qui ont décidé, il y a quelques années, de lancer ce livre qui touche les 7 à 77 ans, du technicien au non-technicien. Pourquoi? Pour se protéger, s'informer, c'est déjà sécurisé. Très bien, écoutez, je rappelle donc l'ouvrage Sécurité informatique, ethical hacking, apprendre l'attaque pour mieux se défendre. C'est aux éditions Epsilon. Damien Bancal, un grand merci pour nous permettre de mieux comprendre cette guerre numérique. On n'a pas la guerre militaire économique, mais c'est aussi une guerre numérique et elle nous touche également. Merci en tout cas pour vos informations. Merci à vous, très bonne soirée. Et bienvenue, merci d'être là, comment ça va? C'est peut-être ce qu'on risque le plus en ce moment avec la guerre en Ukraine, se faire hacker ou pirater, c'est comme vous voulez. Et ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres, ça touche que ceux qui possèdent plusieurs ordinateurs à la maison. Non, nos données aujourd'hui elles voyagent partout, par tous les moyens, avec un simple téléphone par exemple. Alors le risque est-il réel? Internet, attention, danger, c'est la question que nous allons poser ce soir dans l'émission. Nous allons recevoir un spécialiste en cyberintelligence, le journaliste et gentil hacker Damien Bancal, alias Zataz. Il est avec nous en plateau, on va le rejoindre dans un instant. Et puis nous verrons aussi en quoi les entreprises aussi doivent faire attention. Mais d'abord, Christelle Juteau va nous montrer qu'il s'agit parfois de pas grand-chose pour que ça vire au cauchemar. Bonsoir, je vais commencer par dire aux téléspectateurs, attention aux arnaques, c'est important de le dire quand on parle de la protection des données sur Internet. Un jour, mon compte mail a été piraté par un hacker dont l'adresse IP se trouvait dans un pays exotique. Tous mes contacts ont reçu un message super inquiétant. Excuse-moi de t'importuner, mais je suis en extrême difficulté, j'ai la jambe cassée en haut de l'Everest. Peux-tu m'envoyer 10 000 € pour payer l'hélicoptère ? Si vous recevez cela, dites-vous que la probabilité que vous ayez un ami du style Indiana Jones est très très faible. On a tous écrit nos données de carte bancaire sur Internet pour faire des achats et on a tous un jour appuyé sur enregistrer. Du coup, en un coup de folie, on peut acheter des chaussures d'une grande marque ou pourquoi pas une voiture dernier cri. Et c'est là que le hacker dévalise ton compte. Merci la toile. C'est le risque majeur finalement. Aujourd'hui, il faut donc avoir beaucoup de bon sens et être mieux sensibilisé. Attention à ne pas dévoiler vos emplois du temps, vos habitudes, vos loisirs, vos lieux de vacances, votre adresse. En 2015, l'Agence nationale de sécurité des informations a enregistré une hausse de 50% des cyberattaques. Je m'adresse donc aux internautes qui sont sur tous les réseaux sociaux et je leur propose une question de philo. Est-ce que tout donner sur vous vaut le coup? Selon une étude du Centre des études stratégiques internationales, la cybercriminalité coûte à l'économie mondiale jusqu'à 600 milliards de dollars. Ça vous fait mal à la tête toutes ces données? Eh bien, profitez-en pour limiter votre temps devant un écran et aller faire du shopping avec des pièces de monnaie. C'est comme une cure de désintox. Le paiement en ligne, le partage des photos sur sa vie privée, on coupe le fil. Chut. Merci beaucoup Christelle pour les conseils. Bonsoir Damien Bancal, comment ça va bien? Bonsoir, ça va bien. Alors vous êtes donc journaliste blogueur connu sous le pseudo Zataz. Vous agissez sur les réseaux pour enquêter, débusquer les pirates. Voilà. C'est ça. Et on ne s'en rend pas compte, mais les chiffres sont assez impressionnants. C'est un travail de tous les instants. C'est un travail fou parce que y a ma petite partie à moi, mais on se dit que les autorités ont vraiment énormément de travail parce qu'il y a un travail sur ce qu'on connaît. Et le problème, c'est qu'il y a tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qui est caché, tout ce qui se retrouve dans des endroits où seuls les pirates, les malveillants, les vrais malveillants, discutent de futurs troubles, attaques, vols, etc. Oui, il y a vraiment beaucoup de travail.
Et est-ce que la guerre en Ukraine, justement, a accéléré cette activité-là, en tout cas? Alors, ce qui est complètement fou, c'est terrible ce qui se passe en Ukraine, mais les pirates russes et ukrainiens, il y a encore 3 semaines, ils travaillaient ensemble contre nous. Ils volaient des données bancaires, ils prenaient en otage des entreprises, et la guerre en Ukraine a fait qu'ils se sont vraiment maintenant divisés en 2 camps, au point qu'ils se tapent dessus en dénonçant leurs anciens alliés d'hier. Les attaques sont pas beaucoup plus nombreuses qu'il y a 3 semaines, mais elles sont beaucoup plus ciblées maintenant. D'accord. Et le danger, c'est qu'en plus, ils peuvent potentiellement faire appel à des petites main-d'œuvre, ce que j'appelle moi les mercenaires 2.0 de salon, à qui on dit venez nous aider à participer à cette cyberguerre. Et je pense que le danger, il est surtout là en ce moment. Donc une guerre qui n'existe pas vraiment. Est-ce que les gouvernements, justement, ils sont derrière la manœuvre? On se rend compte que là, non. On se rend compte que dans tous les cas, les gouvernements ont, dans tous les cas, pensé à des cyberarmées pour se protéger et potentiellement lancer effectivement des offensives. Mais pas forcément pour attaquer. Là, on voit surtout qu'ils ont simplement besoin de demander ou de lancer un petit message sur les réseaux sociaux et les nationalistes de tous bords vont s'en occuper eux-mêmes. Alors, justement, effectivement, vous l'avez dit, les civils qui participent à cette cyberguerre, ça veut dire que ça peut être n'importe qui, oui. Moi, mon voisin. C'est ça, c'est un vrai problème parce que ces pirates informatiques d'un jour, c'est vraiment moi ce que j'appelle ces mercenaires 2.0 de salon, eh bien, ils leur est proposé en ce moment des cibles. On leur propose même des logiciels sur lesquels il faut appuyer pour lancer une cyberattaque. D'accord, on n'a pas forcément besoin d'avoir de connaissances en informatique. C'est là le gros problème, c'est que là, monsieur et madame tout le monde, vous et moi, on peut prendre le logiciel et cliquer dessus et soi-disant participer à une cybermanifestation. D'accord. Sauf que nous, on s'est rendu compte que sur 10 logiciels, 7 étaient faux et surtout, c'est laisser des traces. Nous, Français, par exemple, si on souhaite participer à ce genre de choses, et je le déconseille fortement, oui. C'est laisser des traces de Français sur des ordinateurs et des serveurs du gouvernement russe, par exemple. Et derrière, avoir des problèmes soi-même. Ok, d'accord. Donc, premier conseil, éviter d'y toucher, quoi. C'est ça. En tous les cas, on ne participe pas. On n'est pas des soldats, on n'est pas des militaires, on n'est pas habilité à le faire. Donc, c'est pas parce que un gouvernement quel qu'il soit vous dit venez nous aider, on a besoin d'aide. Trouvons d'autres moyens d'aider sur les réseaux sociaux, de participer à des diffusions de messages, par exemple pour, je sais pas moi, des récoltes d'argent ou de denrées, oui. Mais participer à une cyberguerre comme c'est vendu, parce que là, clairement, la cyberarmée ukrainienne le dit. Elle fournit, par exemple, l'agence de presse, fournit le Kremlin, fournit des banques. Ce matin, j'ai même vu attaquant des cinémas. Pourquoi ? Eh bien, ils expliquent, ça bloquera toutes les possibilités d'acheter des tickets de cinéma. Comme ça permettra de perturber le Russe qui n'a rien demandé. D'accord, ouais. Donc ça peut être dangereux. Et on l'a bien compris, on peut se faire avoir finalement, ça peut être du bluff. On peut penser aider l'armée ukrainienne, en fait, pas du tout. Et finalement, la cybercriminalité, c'est beaucoup de bluff. C'est beaucoup de bluff. Là, c'est un vrai coup de poker, d'autant plus qu'il y avait un petit groupe de cyberarmées pro-ukrainiennes. C'était beaucoup d'adolescents et des pirates russes, des vrais, ont diffusé l'intégralité des 800 noms des jeunes adolescents qui avaient voulu participer à perturber un petit peu l'informatique russe. Donc voilà, c'est du poker, c'est poker menteur, d'autant plus. C'est regarder ce qu'on est capable de faire. Quand on regarde, en fait, ils savent pas faire grand-chose, mais comme ils sont nombreux, ils sont bruyants. Et ça rappelle effectivement les petites combines dont Christelle parlait tout à l'heure. Voilà. La cybercriminalité, c'est beaucoup de bluff, de ruse. On attaque l'homme. Voilà. C'est avant de toucher son informatique et son clavier, on attaque l'interface qui est sur le fauteuil. On en reparlera peut-être d'ici la fin de cette émission. En tout cas, c'est la même chose aussi pour les entreprises. Il n'y a pas que les particuliers qui se font avoir. Et justement, on va en parler avec Samir Mokrani qui est avec nous, qui est gros project manager à Euratechnologies, chef de projet. Donc Euratechnologies, l'incubateur de jeunes entreprises, start-up à Lille. Bonsoir Samir. Votre rôle, c'est justement d'accompagner les entreprises en développement, c'est ça ? Oui, tout à fait. Déjà, bonjour. Exactement, c'est un de nos sujets, c'est que nous, on a des jeunes startups et on a même, avant même d'être une jeune startup, on a des gens qui portent des projets sur lesquels on va les aider à tester le marché, à voir si, in fine, ça peut faire une entreprise qui peut se développer et être dans des situations d'accélération et en hypercroissance. Et ça, justement, c'est un des leviers. Oui. Ouais, justement, est-ce que la cybersécurité, c'est devenu justement une préoccupation pour ces entreprises que vous accompagnez ? Oui, bien sûr, c'est devenu, on a toujours essayé de sensibiliser les entreprises à ce sujet, mais depuis quelques mois, quelques années, ça devient vraiment un sujet prégnant. Même nous, dans notre façon de l'aborder, par le passé, on avait une incubation qu'on appelait verticalisée, c'est-à-dire qu'on aidait des jeunes entrepreneurs à créer des entreprises dans ce domaine et on mettait un accompagnement qui était spécifique. Aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment de traiter la cybersécurité et la sécurité numérique dans son ensemble comme un sujet complètement transversal et qui va nous permettre en fait de permettre à ces jeunes entreprises, mais aussi à toutes les entreprises du territoire, TPE, PME, collectivités, d'avoir
une sensibilisation qui leur permet d'être, on va dire, mieux sachants quant à leur action sur la toile ou même dans la construction de leurs produits, de prendre directement en compte les enjeux qui sont liés à la cybermenace. D'accord, même l'entreprise qui est simplement un e-commerce, elle sera sensibilisée sur cette question de la sécurité informatique. Damien, vous avez le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience justement par rapport à ces sujets-là? Oui. Au sein des entreprises? C'est énorme. Et d'ailleurs, on peut même féliciter Euratechnologies parce que ça fait quelques années qu'ils s'intéressent au sujet et on sait que demain, ça sera encore mieux. Mais les entreprises aujourd'hui, petites ou grandes, PME, PMI ou grandes entreprises, sont obligées de prendre ça en compte. Pourquoi? On va prendre justement l'exemple à Euratechnologies, une start-up qui veut se lancer dans l'e-commerce, dans le commerce en ligne. Elle doit protéger ses bases de données face aux pirates. Elle doit protéger aussi ses données pour rassurer ses clients. Donc déjà, c'est prendre en compte comment on fabrique son site web, son serveur, comment on va se protéger humainement parlant. Aujourd'hui, on voit encore des entreprises où il est possible de rentrer dans cette société qui fait des moules pour des moteurs très particuliers et de photos et on s'en va avec. Donc la cybersécurité et la cyberintelligence, c'est à prendre en compte. C'est très important, c'est indispensable. Ouais, et puis c'est finalement les petites entreprises, c'est un point de départ qui peut faire de gros dégâts. Hein. Samir. Exactement, je pense que Damien l'a précisé, mais aujourd'hui on s'aperçoit que les grandes entreprises généralement sont plutôt structurées pour faire face aux attaques et le levier pour intégrer et faire mal à ces grandes entreprises, c'est de passer par leurs sous-traitants, par leurs partenaires, leurs fournisseurs, qui peuvent être parfois des startups, mais aussi des TPE, des PME industrielles et qui viennent là-dessus. Et l'autre sujet pour lequel on sensibilise aussi beaucoup ces petites entreprises, c'est que une fois qu'elles sont attaquées, le risque létal est encore plus important pour eux. Parce qu'on peut faire du déni de service, on peut faire des attaques qui peuvent complètement scléroser l'entreprise et au bout de 5-6 mois, elles peuvent complètement mettre la clé sous la porte. Donc c'est un vrai aussi enjeu de résilience économique pour toutes nos entreprises. Effectivement, puis on a vu aussi pendant la crise sanitaire que beaucoup d'entreprises sont lancées sur Internet. Donc il ne faut pas effectivement sous-estimer cet aspect-là. Restez avec nous, on a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine, les sanctions vis-à-vis de la Russie notamment, qui ont compliqué le travail d'entreprises de la région, qui ont des implantations là-bas. Certaines ont souhaité quitter le pays, en tout cas suspendre leurs activités, d'autres pas. C'est l'exemple par exemple de Auchan, l'enseigne Auchan, qui continue. C'est notre autre regard signé Yann Fossurier ce soir. À l'heure où des grandes enseignes internationales suspendent leurs activités en Russie, le groupe Auchan, lui, se montre discret depuis le début des hostilités en Ukraine. La chaîne nordiste de supermarchés et d'hypermarchés, qui s'affiche là-bas en cyrillique, se contente pour le moment d'appeler à la paix. Il faut dire qu'Auchan en Russie, c'est 230 magasins, 30 000 employés, pour un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros. C'est 10% du produit d'activité de l'ensemble du groupe. La Russie, c'est aussi un marché porteur, essentiel même pour Leroy Merlin et Decathlon, deux autres enseignes de la galaxie Mullier, dont les intérêts financiers sont plus que jamais pris entre deux feux. Voilà, et des entreprises russes continuent aussi à travailler en Europe. Si j'ai un logiciel antivirus installé sur mon ordinateur qui est russe, très connu, qu'est-ce que je fais? Je le garde ou pas? Alors, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, a précisé que, voilà, on n'est pas en guerre, nous, la France, contre la Russie, mais que ces logiciels, qu'on le veuille ou non, est russe, basé à Moscou, avec un patron qui a clairement expliqué dès le départ qu'il faisait partie du FSB, des services de renseignement russes. Ouais, c'est ça, un antivirus, que fait-il? Il prend des fichiers qu'il va analyser, et ces fichiers peuvent être renvoyés directement là-bas. Donc du coup, comme on ne peut plus du tout se connecter, il est fortement déconseillé d'utiliser un outil dont on ne sait plus vraiment ce qu'il va pouvoir faire. Ouais. Et puis dans tous les cas, on ne peut plus le mettre à jour. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir les nouveaux vaccins. Donc ça peut être dangereux. Dans le doute, on s'abstient, voilà. Et on change d'abord d'antivirus et ensuite on le désactive. Damien, juste une petite question importante. On a parlé de ruse, etc. Quand on reçoit 5 fois par jour des appels pour le compte professionnel de formation, est-ce que ça déjà c'est de la cybercriminalité quelque part? Ah bah oui, c'est un pied dans la porte. C'est justement une technique en cyberintelligence. Je mets le pied dans la porte pour déjà essayer d'intercepter des informations qui vont permettre aux malveillants, aux escrocs, aux pirates téléphoniques en tout cas, de tenter de faire un détournement d'argent, donc de ces fameuses heures. Donc oui, c'est déjà un début de cybercrime, bien sûr. Donc on reste vigilant, voilà. Merci beaucoup Damien Bancal d'avoir été avec nous. Merci Samir également. Prochaine promotion d'Euratechnologies qui sera donc justement très sensibilisée sur ces questions de sécurité informatique. N'oubliez pas, dans l'Avant JT, on vous laisse carte blanche
pouvez nous proposer vos belles idées, vos initiatives. Pour ça, vous nous écrivez 18.30 hdf@francetv.fr et vous venez en parler ici même à la télévision. N'oubliez pas, à 19h, le journal régional. On se quitte évidemment comme chaque soir avec la citation du jour. Un ordinateur en sécurité est un ordinateur éteint. Et encore, vous voyez, même Bill Gates, lui, hésite et doute. Je vous souhaite une belle soirée. À très vite. L'Ukraine a été visée par de nombreuses cyberattaques russes depuis le début de cette crise. La France pourrait être à son tour touchée par des cyberattaques. Le centre de cyberdéfense du ministère de l'Intérieur vient de passer en vigilance renforcée. Juliette Coulet. Faut-il se préparer à une guerre numérique ? Le risque de cyberattaque est élevé selon le ministère de l'Intérieur. Il demande aux préfets de rester proches de leur département d'affectation. Leur rôle est important face à des pirates informatiques attaquant au hasard. Ils ne comprennent pas du tout le commerce, l'économie, le droit du pays qu'ils attaquent. Et donc, du coup, prévenir les préfets, eh bien, peut-être que les préfets vont avoir des remontées d'informations sur des attaques de PME, sur des attaques d'entreprises, de mairies, de préfectures. Et donc, du coup, ça peut être des portes d'entrée à une cyberattaque beaucoup plus massive. La menace n'est pas seulement russe. Le risque pourrait venir de hackers des quatre coins du monde. Certains, j'ai vu des pirates dire « Nous, on veut participer à la grande fête », ça vous donne un petit peu l'ambiance, et ils se disent « Bon, ben voilà, ils le faisaient avant de mettre la pagaille dans l'aspect numérique en se faisant passer pour tel ou tel pays. Bon, ben là, chacun choisit son camp et il trouve ça rigolo. » Le gouvernement se veut tout de même rassurant. À ce stade en France, aucune attaque liée aux événements ukrainiens n'aurait été remarquée. Avec nous en direct, Damien Mancal, journaliste spécialisé en cyberintelligence. Bonsoir à vous, bonsoir. Merci d'être là. Des cyberattaques qui risquent de se multiplier, de s'intensifier ? Oui, clairement, parce que d'abord, c'est une guerre. Elle soit de communication numérique, informatique, c'est aussi le moyen pour des pirates informatiques de trouver de la donnée, cette information qui doit être protégée un maximum aux yeux de l'ennemi. Et donc oui, elles vont s'intensifier. D'abord parce qu'elles se veulent guerrières, il y a aussi les nationalistes derrière, et puis on a aussi une population de pirates informatiques qui, comme on a pu le voir sur certains forums, veulent jouer aussi à la cyberguerre. C'est des logiciels malveillants, incapables d'effacer des données qui sont installés. Comment d'ailleurs ils sont installés ? Alors justement, il y a eu plusieurs phases. On a eu des phases de blocage de sites internet. On a depuis quelques semaines des infiltrations de serveurs web, comme celui justement de la cyberdéfense de l'Ukraine. Et on a dernièrement vu plusieurs logiciels qui ont été installés, humainement parlant, ça veut dire que des pirates informatiques avaient eu une veille, une cyberintelligence face à leurs victimes, donc prendre leur mot de passe pour accéder à leur machine. Et à partir de là, ils installent les logiciels et au moment où il faut lancer la cyberattaque, ces logiciels vont un petit peu se promener dans l'informatique et chiffrer, bloquer l'intégralité des outils, des fichiers, des photos, des vidéos et aussi des outils de communication. Et là, du coup, il n'est plus du tout possible de communiquer avec l'extérieur, mais aussi avec les personnes autorisées. Les secteurs de la finance, de la santé, de l'énergie et des transports sont concernés ? Oui, parce que les pirates informatiques, qu'ils soient étatiques ou non, leur mission est de bloquer tous les moyens de communication possibles et imaginables. Et c'est une guerre vraiment entre l'Ukraine et la Russie. Les pirates entre eux se battent. Regardez, il y a encore quelques semaines, ce sont les transports ferroviaires de la Biélorussie qui avaient été bloqués par un ransomware, un logiciel qui avait tout bloqué. On a eu, pas plus tard qu'il y a 2 jours, plusieurs sites, cette fois-ci russes, qui ont été cyberattaqués. Soit par un blocage, soit clairement, des pirates informatiques ont diffusé des centaines de possibilités d'intrusion. Alors l'idée c'est quoi ? C'est de bloquer, perturber la santé de simples blogs aussi, parce qu'on peut collecter des informations potentielles sur des gens y participant. Et puis c'est aussi mettre la panique dans la tête des gens, parce que c'est un moyen de dire, regardez, votre pays n'est pas capable de vous protéger numériquement, alors pourquoi serait-il capable de vous protéger physiquement ? Il y a aussi ceux qui essayent bien sûr, ça existe, de se défendre par rapport à ces cyberattaques. L'Union européenne est sur le point d'activer son équipe de cyberdéfense. Comment ça marche, ce genre d'équipe ? Comment on fait ? Alors, ce genre d'équipe, c'est exactement comme les équipes de pirates. Elles réfléchissent à comment protéger, comment bloquer et essayer de suivre discrètement les pirates informatiques et leur intrusion pour savoir comment elles vont agir. Donc potentiellement, est-ce qu'elles utilisent des armes numériques
non encore connues, on appelle ça dans le milieu des zero day, des failles qui ne sont pas connues. Et puis à partir de ce moment-là, les bloquer, voire même leur faire croire qu'elles réussissent à investir et à modifier un système informatique, parce que pendant qu'on fait croire à l'ennemi qui réussit une attaque, eh bien ça lui évite de véritablement réussir une cyberattaque dans un autre support, par exemple, gouvernemental. Vous parliez de ce climat de peur qui s'installe. Bien sûr aussi aujourd'hui les Ukrainiens, en tout cas ceux qui sont coincés notamment dans des abris. La communication, c'est tout ce qui leur reste. Est-ce qu'on peut imaginer, on a vu aussi que Facebook avait été quelque peu restreint par les Russes parce qu'ils accusent les Américains de développer, de couper l'information venant de certains de leurs médias. Si les Ukrainiens ne peuvent plus communiquer, il ne leur restera guère de choses. C'est possible que toute communication soit coupée demain ? Toute communication a déjà commencé à être coupée déjà depuis hier. On a pu remarquer, des professionnels dédiés justement aux connexions se sont rendus compte que ces dernières étaient en train de disparaître tout doucement. Alors il y a de fortes chances malheureusement que c'est à cause des bombardements. Il faut savoir aussi qu'il y a des hackers, et ça s'est vu dans d'autres pays, qui ont mis en place des moyens de communication parallèles, ce qui permet justement aux Ukrainiens de communiquer entre eux. Il y a un petit détail qui est intéressant, et je pense que là déjà, la Russie a perdu la bataille du numérique. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a énormément de communication sur des réseaux sociaux comme TikTok, où on voit énormément de vidéos, on voit des déplacements de troupes, on voit des Ukrainiens parler, et là c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas seuls. C'est un moyen aussi de communiquer avec les Occidentaux, avec ceux qui sont à l'extérieur de ce terrible moment, et c'est aussi un moyen de pouvoir converser avec eux. Donc les communications sont certes coupées, on va dire en mode naturel lors d'une guerre, mais il y a cette communication underground, comme on va l'appeler, celle qui est mise en place par des gens qui peuvent donner un coup de main, oui. Merci beaucoup, Damien Bancal. On parle depuis le début du conflit en Ukraine, les cyberattaques. Depuis le début de la guerre, la France est en alerte maximale et se prépare à de possibles attaques informatiques qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Cyberattaques, attention aux arnaques, on en parle avec notre invité spécialiste en cybersécurité qu'on ne présente plus, Damien Bancal. Bonsoir Damien. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble parce que c'est quand même des notions assez compliquées, ces notions de cyberattaque. D'abord, quand on parle de cyberattaque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne, un individu, quelque part dans le monde, va se décider à s'attaquer à votre informatique, à son ordinateur, à votre ordinateur, mais aussi à votre téléphone portable. Cette cyberattaque aura plusieurs méthodes, plusieurs missions. Surtout, c'est soit vous bloquer, vous empêcher de parler, vous empêcher de rentrer en communication avec Weo, par exemple. C'est vous voler vos informations. C'est voler l'intégralité de vos données, nom, prénom, téléphone, adresse. C'est aussi vous cybersurveiller. En gros, il existe des outils, on appelle ça des chevaux de Troie. Souvenez-vous de nos écritures et de nos lectures quand nous étions au collège. C'est infiltrer un site internet, mais c'est donc aussi infiltrer votre vie personnelle. Et donc du coup, le pirate va vouloir intercepter les frappes clavier, écouter par rapport à votre micro, webcam aussi sur votre ordinateur. Voilà, il y a une multitude de possibilités de cyberattaques, c'est les plus courantes. Alors tout ça, ça existait déjà avant le conflit en Ukraine. Alors pourquoi, depuis le début de ce conflit, la France est-elle en alerte maximale ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu deux entités françaises qui ont décidé de nous alerter. D'abord, on a eu l'Agence nationale des systèmes de la sécurité des systèmes d'information qui a dit à nos entreprises, voilà, il y a un conflit en ce moment, faites attention. Remettez un petit peu à jour votre sécurité parce que les belligérants pourraient potentiellement utiliser vos serveurs, vos ordinateurs pour attaquer soit l'Ukraine, soit la Russie. Ensuite aussi, c'est que, eh bien, on a des populations qui peuvent se dire, tiens, on va attaquer la France parce qu'elle tient pour tel ou tel camp. Parce qu'on a beaucoup dans ces pirates informatiques qui ont lancé cette cyberguerre. Eh bien, ce que j'appelle, moi, monsieur, madame Michu, ils sont basés au Brésil, où vous voulez, et qui pourraient se dire, tiens, je veux tenir avec un camp, je vais cyberattaquer. Et la deuxième entité, c'était le ministère de l'Intérieur, qui lui a dit, voilà, pour le moment, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste être prudent, la base. Oui, là, c'est-à-dire que là, tout de suite, à l'instant T, il n'y a pas autant de danger que ça pour nous, utilisateurs des réseaux, par exemple. Il n'y en a pas plus. Je vais être très clair avec vous, il faut savoir que ces pirates informatiques russes et ukrainiens qui aujourd'hui se font une guerre numérique, il y a encore un mois, ils travaillaient ensemble contre nous.
Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus tranquilles, en tout cas à notre rencontre, parce qu'ils sont en train de se battre entre eux. J'ai référencé plus de 90 groupes de pirates informatiques participant à cette espèce de guerre cyber. Moi, ce que j'appelle les missionnaires 2.0 de salon. C'est 90 groupes, l'un des plus importants à 300 000 participants quand même, c'est pas négligeable. Voilà, il faut pas s'en inquiéter. Dans tous les cas, dites-vous, quand il y aura la paix, ils vont de nouveau devenir alliés pour pirater le reste du monde. Alors, pour autant, on est quand même presque 53 millions à utiliser les réseaux sociaux en France. Il faut tout de même faire attention, il faut quand même avoir des points de vigilance. Je sais que régulièrement vous nous dites attention, changez ses mots de passe, voilà, il faut être vigilant au quotidien. Ah mais c'est ça, malheureusement il y a ce terrible drame humain qui est en train de nous toucher sur toute la planète, mais dans la cybersécurité, c'était hier, c'est aujourd'hui, ça sera encore demain. Il faut être vigilant, et cette vigilance c'est vraiment ce qu'on appelle l'hygiène numérique. C'est faire attention sans être paranoïaque. Être paranoïaque, c'est là où on va faire le plus d'erreurs justement. Non, mais c'est d'être prudent. Et la prudence, c'est justement, comme vous l'expliquez, bravo, vous avez bien retenu, les mots de passe, les mails, les clics. On ne clique pas sur n'importe quoi. Voilà. J'en ai fait l'expérience il y a quelques minutes, cher Damien. Effectivement, alors il y a les réseaux sociaux. D'une part, on en consomme tout le temps. On a le clic facile, mais et comment on peut faire le tri dans tout ça? Enfin, quand on a toutes ces informations, on a le doigt facile. Comment on fait le tri? Comment on sait là c'est bien? Là, c'est pas bien. Il est là le gros problème, c'est que c'est génialissime les réseaux sociaux. Je suis le premier des geeks à le dire, mais il faut avoir raison gardée. Il faut avoir aussi, confiance aussi en son jugement. C'est pas parce qu'on me promet un vélo à 1 € que je vais cliquer pour participer. Je fais aussi confiance aux entités et je fais confiance à Weo sur Internet. Je sais que les informations vont être sourcées, contrôlées, vérifiées. Donc si jamais j'ai un autre blog ou un site Internet qui me dit voilà, les Martiens viennent d'atterrir à Bergue ou à Dunkerque, voilà, on ne clique pas. Et surtout, c'est ce qui est dangereux avec les réseaux sociaux, c'est qu'on nous incite à mettre des j'aime et à repartager. Attention, certes à ce que vous lisez, mais surtout très attention à ce que vous repartagez. D'accord, parce que ça peut être retracé ensuite. C'est retracé, puis surtout il y a plein de gens qui partagent juste pour se faire une petite communauté, pour suivre un mouvement, comme une boule de neige qui se transforme en avalanche. Sauf que le problème de l'avalanche, elle est destructrice. Et si je partage par exemple le lundi, regardez, je n'aime pas les voitures bleues, le vendredi il peut y avoir une crise autour de ce genre de message, et je fais partie de cette crise. D'accord, donc il faut être vigilant à ce qu'on repartage. Très important. Premier conseil. Il y a également des conseils autour des fausses banques. C'est vrai qu'il y a de nombreuses applications maintenant, de nombreuses banques en ligne. Encore une fois, comment on vérifie si telle ou telle banque est sérieuse? Là, notre réalisateur adoré, Cyril, est en train de nous montrer des images. Je vous en ai trouvé une, il n'y a pas plus tard qu'il y a 20 minutes. C'est simple, elle se fait passer pour une banque et c'est marqué .ru. Pardon, c'est russe. Donc c'est une banque française et on vous envoie en Russie. Voilà, il faut un minimum faire attention à l'URL, à cette fameuse adresse Internet qui apparaît dans votre navigateur. Je déconseille fortement toujours de cliquer sur les liens qui peuvent être envoyés par courrier électronique ou sur un site web. Tapez plutôt l'URL, c'est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus sécurisant. Donc il faut regarder, parce qu'il y a énormément de ces fausses banques. Et là, l'émission des pirates, c'est clairement de récupérer un maximum d'informations, parce qu'ils vont pas avoir peur de vous appeler. On peut être vigilant peut-être aux logos aussi parfois qui sont un peu différents par exemple, alors très peu. Oui, mais ça devient de plus en plus professionnel parce qu'on avait toujours voilà, il y a des fautes d'orthographe, le logo n'est pas le bon, ça en dit que les pirates informatiques aujourd'hui, surtout ces escrocs, ils ont ce que j'appelle moi le marketing de la malveillance. Donc maintenant, ils font attention à l'écriture, ils font attention au logo, aux fautes, même si les fautes d'orthographe chez certains pirates sont faites sciemment. Pourquoi? Parce qu'ils se disent si ma victime voit les fautes, elle ne donnera pas plus loin dans mon escroquerie. Par contre, si elle ne voit pas les fautes, il y a de fortes chances qu'elle tombe dans mon filet. Ah oui. Le réflexe, on met tout de suite à la corbeille, on supprime la corbeille. Direction poubelle et clairement, il faut effacer et surtout ne pas se dire tiens, je vais aller voir jusqu'au bout en cliquant dessus. Ouais. Parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas donné votre nom et votre prénom que les pirates n'ont pas déjà collecté certaines informations. Eh bien, votre IP, vous savez, cette fameuse adresse sortie de votre box qui dit voilà, Damien, tu habites à Seclin. Voilà, attention, ne soyons pas plus malins que le diable. Alors, on reçoit également, sur un autre sujet, les gens reçoivent beaucoup de SMS sur les comptes formation. Par exemple, vous avez tant à utiliser, cliquez sur le lien. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Surtout pas le faire, parce que là, justement, dans les captures écran qu'on va voir là, en ce moment, c'est soit Pôle emploi, c'est soit le gouvernement qui vous dit « Venez donc me donner vos informations pour justement votre compte professionnel ». Surtout pas. Méfiance. D'abord, si vous avez besoin de faire ça, approchez-vous de votre DRH, de vos ressources humaines. Ensuite, n'hésitez pas à contacter directement un site ministériel dédié au sujet, parce que ces arnaques sont très simples, récupérer toutes les informations, et ensuite, vous créez un compte.
et soustraire vos heures et l'argent que l'État va verser à une société qu'il pense légitime, sauf que c'est vous le dindon de la farce. Ouais. Est-ce qu'il y a des moyens de recours si par exemple par inadvertance on clique quand même et qu'on s'embarque dans un processus qui nous emmène peut-être très loin? Alors le clic, entre guillemets, n'est pas dangereux, même si tout à l'heure je vous disais qu'attention, ils peuvent collecter des informations, ou ce clic peut orchestrer par exemple le téléchargement d'un fichier comme un virus malveillant. Voilà, dans tous les cas, vous voyez ce genre de document que vous n'avez pas demandé, c'est direction la poubelle. Vous n'avez pas sollicité une demande par courrier électronique ou via un site internet ou via une société dédiée au sujet. Poubelle. Ne répondez pas. L'idée, là, on est comme à Boulogne. Hein. Ce sont des grands chalutiers qui lancent leur filet de pêche. Toutes les personnes qui tomberont dedans tomberont dans le filet du pirate et lui, il n'a plus qu'à se servir. Ouais. Il y a aussi les faux messages, les faux mails qu'on reçoit, parfois même avec un beau logo du gouvernement, mais qui en fait est un mail pirate. Pareil, il faut réussir à faire le tri dans tout ça. Comment on fait? C'est l'enfer. C'est clairement l'enfer, là, en ce moment. Grande mode qui revient sur le devant. C'est quoi? C'est que vous recevez un message un pseudo-ami, voire même de gens que vous connaissez véritablement, vous disant « Oh, c'est toi en vidéo, c'est toi sur la photo ». Et là, vous avez une fâcheuse tendance en disant « Mais de quoi me parle-t-il ?» Et je clique. Et là, je peux tomber soit sur un site qui, entre guillemets, va vouloir collecter de l'information si je lui transmets. Plus grave, ça peut bloquer votre ordinateur. Donc là, il y a quelques manipulations à faire, mais surtout, ils vont vous inciter à payer pour débloquer votre machine. Ne payez pas. Éteignez votre machine, vous la relancez et surtout, par pitié, arrêtez de cliquer. Est-ce que ça veut dire que notre ami a été piraté? Si on reçoit ce genre de message, c'est qu'il lui-même a été piraté? C'est pas impossible parce que malheureusement, les pirates informatiques ne les inventent pas, ces adresses mail. Alors, ces adresses électroniques, soit ils les trouvent sur des forums, parce que j'ai été sur un forum de foot, ce soir il y a du foot, eh bien j'ai peut-être laissé mon identité. Mais il y a aussi du piratage en parallèle. J'ai un service avec mon blog où justement on se rend compte que l'année dernière, c'est 10 milliards de mails uniques que les pirates s'échangeaient entre eux. Malheureusement, sur 10 milliards, j'étais 3 fois dedans. Ah oui, quand même. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment déjà est-ce qu'on peut savoir si on est piraté, si notre compte, par exemple Facebook, Instagram, Snapchat, a été piraté? Alors là, très clairement, on va le voir très très vite. Surtout sur les réseaux sociaux, les pirates prennent très vite la main. Mais moi, ce que je conseille, c'est de ne pas hésiter à aller jeter son œil de temps en temps dans la partie administration. Ça veut dire quoi? C'est l'espace où on met son mot de passe, son adresse électronique. Et là, si vous vous rendez compte qu'il y a eu une connexion qui n'est pas la vôtre, eh bien vous habitez, je sais pas moi, Lille, et que vous voyez Dunkerque apparaître, il y a un problème. Aussi important, c'est si jamais une seconde adresse électronique apparaît dans votre administration. C'est pas vous qui l'avez mise, ça veut dire que potentiellement il y a quelqu'un qui est rentré dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, on efface, on change son mot de passe et utilisez aussi la double authentification. On en parle souvent ici. Cette double authentification, partout où on doit l'utiliser, il faut l'avoir dans sa poche. Parce que moi, cette double clé va permettre justement de se protéger parce que si le pirate a volé mon mail et mon mot de passe, sans cette double clé, il ne rentre pas. Quand on crée sur des applications un profil, de plus en plus on nous demande choisissez votre mot de passe ou sélectionnez le mot de passe robuste qui est préexistant. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je conseille toujours, c'est de faire un mot de passe que notre cerveau va réfléchir. On est à deux, ma conscience et mon cerveau. Et donc, du coup, c'est très bien ces outils qui automatisent. Je vous invite à retenir par cœur 9.xyz et point d'exclamation. Là, attendez, oui, c'est ça. Donc là, on réfléchit, on le dit tout le temps, mais un mot de passe se réfléchit avec un moyen mémotechnique simple pour moi, l'utilisateur, et compliqué pour celui qui va tenter de le retrouver. Alors après, il y a plein d'outils comme les coffres forts qui vont vous permettre de garder vos mots de passe, etc. Faisons travailler un peu notre cerveau. On oublie trop souvent que face à un ordinateur, c'est l'humain d'abord. Donc on va jouer sur ça. Donc ça veut dire qu'on n'enregistre pas le mot de passe sur le téléphone? Est-ce que vous voyez mes gros yeux? Oui, je pense que tout le monde les a vus. Non, surtout pas. On n'enregistre pas ces mots de passe. Non pas qu'on est entouré de malveillants, je vous le dis, il ne faut pas être paranoïaque. Mais si jamais j'utilise un ordinateur public, au travail, dans un restaurant ou autre, que je rentre mes identifiants de connexion pour Facebook par exemple, peut-être que quelqu'un derrière va pouvoir y accéder. C'est peut-être même pas un malveillant, juste un curieux. En un dernier mot, un mot de passe pour toutes les applications ou plusieurs mots de passe? Regardez mes gros yeux. Non, il faudrait plusieurs mots de passe. C'est comme le principe des clés. Dans ma poche, j'ai plein de clés qui ouvrent plein de serrures. Sur Internet, n'ayez pas une seule clé. Merci Damien pour ces quelques clés de compréhension justement sur les cyberattaques. Et donc vous l'avez compris, il faut être vigilant et n'hésitez pas à changer vos mots de passe. C'est la première des mesures à prendre bien évidemment. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité sur WAIO. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, une guerre économique, militaire, mais aussi numérique et une guerre qui nous touche également. Vous faites peut-être partie, je dis bien peut-être, partie des milliers de Français privés d'Internet touchés par une cyberattaque russe.
Pour en parler, eh bien justement, nous sommes avec Damien Bancal. Bonjour Damien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste spécialisé en cyberintelligence et vous êtes également l'auteur d'un blog zataz.com, une mine d'or pour comprendre toutes les problématiques de piratage, mais pas seulement informatique. Cette information, avant de bien comprendre ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie, on a entendu, c'était d'ailleurs notamment dans le Figaro, mais pas seulement, des milliers de Français. Vous êtes d'ailleurs peut-être privé actuellement d'Internet, notamment si vous êtes hébergé chez Nordnet. Derrière Nordnet, c'est Orange. Et on parle peut-être d'une cyberattaque russe. C'est vraiment possible, Damien ? C'est possible, mais il ne faut pas non plus paniquer. Je m'explique, c'est quand les Russes ont lancé cette attaque terrestre, elle a aussi lancé des moyens de perturbation numérique. Et donc là, c'est un satellite qui, on va dire, inondait l'Ukraine d'ondes pour pouvoir se connecter à Internet. Malheureusement, Nordnet était aussi connecté dessus, donc les Russes n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont vu un moyen de communication qu'il fallait au moins bloquer ou éliminer, ou en tout cas rendre sourd et muet. Et malheureusement, aussi des internautes français sont impactés. Voilà, c'est une attaque qui n'était indirecte dans leur cas, en tout cas. Voilà, on va dire dommage collatéral, mais effectivement, peut-être que vous êtes privé suite à une attaque, une cyberattaque russe. Je disais d'ailleurs, expliquez-moi, selon toujours le Figaro, le remplacement des équipements touchés donc chez Nordnet n'est pas envisageable. Nordnet manquant d'appareils en réserve, notamment à cause de la pénurie touchant le monde de la tech. On disait que dans les voitures, il manquait de semi-conducteurs. Dans le monde de la technologie, on manque aussi de pièces. Ah, mais ça fait plusieurs mois qu'on a des problèmes de pièces. Je vais juste prendre l'exemple de ces personnes qui cherchaient il y a encore 1 an et demi une PlayStation 5, pour pas la citer. Elle avait pénurie parce qu'il manquait des pièces. Là, aujourd'hui, dans l'automobile, PSA, on avait parlé, problème de pièces, donc on doit changer les tableaux de bord. Et donc, pour l'informatique, eh bien, c'est aussi le problème. Pour faire des cartes vidéo, des cartes dédiées à faire tourner les machines, il manque des pièces, donc on peut pas remplacer. Alors voilà, donc pour cette cyberattaque où vous êtes peut-être touché justement chez vous, il y a d'autres menaces. Avant de comprendre ce qui se passe justement entre les Russes et les Ukrainiens, parce que la guerre numérique a démarré depuis quelques années, vous allez nous l'expliquer. Je lisais également que les câbles sous-marins, ça je ne le savais pas, assurent plus de 90%, c'est énorme, des connexions Internet internationales. Elles pourraient être également ciblées par les Russes ? Alors ce qui est intéressant, c'est que oui, un sous-marin pourrait potentiellement aller tenter d'en abîmer un. On sait que des sous-marins ont tenté de mettre aussi ce qu'on appelle des pinces crocodiles à la taille du câble pour tenter d'intercepter les informations. Mais c'est un maillage, c'est une toile d'araignée. Donc un coupé n'empêchera pas l'Internet de fonctionner. Mais ça fait partie d'une guerre aujourd'hui que toutes les armées ont pris en compte, bien sûr. Alors on parle beaucoup, c'est vrai, dans les médias donc, de cette guerre militaire, de cette guerre économique. Elle se passe actuellement aussi, cette guerre numérique, une guerre numérique entre les Russes et les Ukrainiens qui a démarré déjà depuis quelques années. Ah bah c'est complètement ça. Il faut savoir que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en tout cas une partie de l'Ukraine, date quand même de 2013. Il faut savoir que les pirates informatiques ukrainiens et russes ne se font aucune pitié depuis toutes ces années. Ils se battent à coups de blocage de sites, de vol de bases de données. Il faut savoir que par exemple en décembre de l'année dernière, 2021, donc à nos portes là, avant cette guerre qui a été lancée, des sites ukrainiens avaient été piratés. Les données avaient été volées, revendues, diffusées gratuitement. Il faut savoir qu'ils ne s'aiment pas. C'est clair et net, et donc du coup, la guerre numérique, que ça soit militaire, mais là aussi beaucoup d'internautes, beaucoup de nationalistes ont trouvé ces moyens-là aussi de s'exprimer en faisant des nuisances et en impactant des gens comme Nordnet par exemple, qui n'ont rien demandé. Alors on peut toucher, c'est quoi les cibles privilégiées, que ce soit pour les Russes ou les Ukrainiens ? C'est quoi ? C'est le portefeuille, ce sont la communication ? Expliquez-nous, concrètement. Ouais, alors concrètement, un pirate informatique, qu'il soit étatique ou non, sa mission, surtout dans ces conditions-là, c'est bloquer quoi ? Les transports, la santé, l'énergie et tout ce qui va permettre de nourrir un peuple. Et donc du coup, on va lui couper les moyens de communication. Donc déjà, on va le mettre seul dans sa tête et autour des bombardements. Ensuite, on va lui bloquer tous les moyens d'énergie, plus d'eau chaude. Donc là, du coup, on va jouer aussi sur les nerfs, et donc peut-être vont-ils se révolter en interne en disant stop cette guerre parce que nous on est en train de mourir en interne. On le voit aussi avec les données bancaires. Là, un pirate informatique va s'intéresser à viser les populations parce qu'elles sont fragilisées, et plus elles seront fragilisées, plus les pirates informatiques vont en profiter. Donc on voit qu'aujourd'hui le numérique est devenu vital. Alors, on peut être pour ou contre, mais ça c'est très clair. D'ailleurs, dans cette guerre numérique entre les Russes et l'Ukraine, on a appris que Elon Musk, vous connaissez, c'est le milliardaire américain, a envoyé un camion de terminaux Starlink en Ukraine. On voit justement cette photo. Alors, à ce que j'ai compris, à l'intérieur, ce sont des cartons avec un kit de connexion d'une valeur de $500. Alors dedans, il y a une antenne parabolique, dites si je dis une bêtise, un trépied et un modem routeur
Wi-Fi. Ça peut aider ? Ça va aider parce que Starlink, c'est Elon Musk propose de l'internet par ses satellites. Donc du coup, ces kits vont permettre aux populations de continuer à converser entre elles, d'appeler les familles pour les rassurer, aussi trouver de l'aide, montrer un petit peu les exactions possibles et imaginables. Donc du coup, ces moyens de communication sont super importants, et on se rend compte en plus que en Ukraine, il y a énormément de gens qui tweetent, il y a énormément de gens qui passent par TikTok. Donc les réseaux sociaux sont devenus aussi cette arme, et on a l'impression que les Russes n'avaient pas vraiment prévu, parce qu'il y a énormément d'images où on voit clairement des convois, on voit des gens montrer des plans. Alors ça, j'étais complètement épaté, entre guillemets, c'est qu'il y a 5 ans, quelqu'un passerait devant des fusils s'il faisait ça. Là, on voit clairement des Ukrainiens filmer quasiment des camions, l'armement, des plans proposés par des militaires qui sont en train de se promener, entre guillemets. Alors par rapport à ces terminaux qui ont été donc envoyés par ce milliardaire américain, il y a un petit débat, en tout cas une petite inquiétude, c'est sur la sécurité opérationnelle de ces terminaux. On dit souvent que la Russie a de grandes oreilles électroniques et qu'en écoutant ces terminaux, ça pourrait devenir aussi des cibles. Ah mais tout est possible, hein. Il faut savoir que d'ailleurs le gouvernement ukrainien a demandé à ses populations restantes, et donc les combattants, de couper leur téléphone, mais surtout de couper le GPS dans les téléphones portables, parce que c'est des moyens de pouvoir les cibler, de les géolocaliser. Donc effectivement, ces boîtiers pourraient permettre potentiellement d'écouter. Faut-il, par exemple, savoir les déchiffrer ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de lire les informations qui vont transiter. Voilà, on a beaucoup de fantasmes aussi sur les différents moyens technologiques des armées autour de nous. On se rend compte que là, vu le nombre d'images qui passent par l'Internet en Ukraine, on se rend compte que tout n'est pas bloqué, donc tout est possible. Il n'y aura jamais de sécurité à 100%, donc il n'y aura jamais de blocage à 100%. On a appris par la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France qu'ils réactivaient, ils appellent ça la task force, activée notamment pendant la crise Covid. Et notamment, ils vont rencontrer toutes les entreprises qui travaillent avec l'Ukraine et la Russie, puisque c'est à risque, et notamment de les informer sur le risque justement de piratage ou d'attaque. Ça peut être des cibles, puisqu'on a lancé une guerre économique contre les Russes. Vladimir Poutine pourrait très bien s'intéresser à nos entreprises dans l'Hexagone et donc à celles de notre région. Complètement. On prend l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, mais aussi le ministère de l'Intérieur, ont alerté en disant pour le moment on n'est pas impacté. Pour le moment on pourrait potentiellement être embêté, mais on n'a strictement rien vu. Mais il est important de prévenir, d'alerter, de se blinder, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une attaque peut-être étatique, j'ai clairement un doute, mais on pourrait clairement aussi avoir des attaques de nationalistes. Là par contre, il y en a énormément, et donc prévenir, alerter nos entreprises, les remotiver à reblinder un peu mieux leurs portes, c'est pas négligeable, on est en face aussi d'un inconnu face à ces cyberattaques. Alors vous êtes l'auteur d'un blog très passionnant, intéressant, enrichissant, informant, qui est zataz.com, j'y vais de suite, directement sur l'ordinateur, Zataz à protéger vos secrets. On voit justement qu'il y a différents papiers qui concernent justement cette guerre numérique entre donc les Russes et également donc les Ukrainiens. Vous suivez effectivement ce qui se passe. Est-ce que vous sentez effectivement que ça bouge énormément en ce moment ? En tout cas, ça s'est accéléré. Vous avez parlé effectivement que la guerre, en tout cas les tensions existaient depuis 2013-2014. Mais là, depuis la déclaration de guerre de Vladimir Poutine, est-ce que vous sentez effectivement que sur les réseaux, ce que vous suivez, ça s'est énormément accéléré ? Ça s'est accéléré dans 2 points. Le premier, c'est que les amis d'hier, ces pirates informatiques qui étaient russes, ukrainiens, ce qu'on veut, étaient amis, pirater tout ce qui bougeait, vendaient des bases de données, etc. Le jour où l'attaque a été lancée, ces 2 camps se sont battus. Mais très clairement, on a même vu un groupe de pirates informatiques qui, depuis 2 ans, rançonnent les entreprises, par les fameux ransomware, on en a souvent parlé avec Margot par exemple. Ils ont dit, arrêtez d'attaquer la Russie, parce que nous, si vous continuez à le faire, on va détruire les entreprises qu'on a en main, qu'on a pris en otage. L'un des membres de ce groupe de pirates, qui lui est ukrainien, il a dit, c'est comme ça, vous voulez taper sur mon pays, moi je vais diffuser toutes les informations du groupe de pirates avec qui je travaillais hier. C'est complètement fou. Ils sont en train de s'entretuer. Alors, numériquement, j'entends parler, mais c'est pas plus mal. Du coup, ils vont un peu nous oublier. Ils vont un peu oublier nos entreprises. Mais effectivement, c'est en train de se durcir. Le ton durcit, en tout cas, c'est sûr. Alors, des internautes, des téléspectateurs de WEO nous ont posé aussi la question et s'interrogent. On a parlé donc effectivement d'être peut-être privé d'Internet avec une attaque qui n'était pas vraiment ciblée vers nous, mais dommage collatéral. On se pose la question aussi, maintenant, Internet, c'est beaucoup aussi sur notre téléphone portable, avec 3G, maintenant 4G et bientôt 5G. Est-ce qu'ils peuvent
attaquer les opérateurs, en tout cas nos réseaux téléphoniques, ou c'est peut-être un peu plus compliqué, ce que j'ai cru comprendre? C'est plus compliqué. Et heureusement, on a énormément d'opérateurs, surtout en France, qui sont, on va dire, blindés, mais surtout qui sont pas nés de la dernière pluie. Mais on n'est pas à l'abri d'une perturbation physique. Souvenez-vous, il y a quelque temps avec la guerre en Irak, où de simples bombes, pardon du terme, envoyant des papiers aluminium, ont bloqué certaines centrales électriques. Donc, perturber des antennes, pourquoi pas? Mais heureusement, on a des gens très compétents. Et puis surtout, on a une véritable cyberdéfense qui est là pour, en tout cas, prévoir, prémunir, bloquer. Écoutez Damien, merci beaucoup de nous rassurer parce que c'est quand même un monde très inquiétant et notamment le monde du numérique. Alors, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, je crois que c'est le 6e, on va le découvrir, c'est Sécurité informatique, ethical hacking, sincèrement désolé pour l'accent, apprendre l'attaque pour mieux se défendre. Alors on apprend beaucoup de choses, je crois que vous êtes co-auteur avec une école à Maubeuge, hein, qui est reconnue internationalement. Pourquoi ce livre et est-ce qu'il surtout il est accessible à tout le monde? Il nous reste 50 secondes. Oui, il est clairement accessible à tout le monde. C'est une bande de copains, des vrais professionnels de l'informatique, mais aussi de la communication, un avocat, et qui ont décidé, il y a quelques années, de lancer ce livre qui touche les 7 à 77 ans, du technicien au non-technicien. Pourquoi? Pour se protéger, s'informer, c'est déjà sécurisé. Très bien, écoutez, je rappelle donc l'ouvrage Sécurité informatique, ethical hacking, apprendre l'attaque pour mieux se défendre. C'est aux éditions Epsilon. Damien Bancal, un grand merci pour nous permettre de mieux comprendre cette guerre numérique. On n'a pas la guerre militaire économique, mais c'est aussi une guerre numérique et elle nous touche également. Merci en tout cas pour vos informations. Merci à vous, très bonne soirée. Et bienvenue.